Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Vivatech pour On refait Vivatech, la quotidienne tous les jours. Vous retrouvez sur la chaîne d'On refait le Mac, sur notre chaîne YouTube, la quotidienne de Vivatech. On va tous débriefer ensemble des grandes tendances de la tech et de Vivatech en particulier, tous les soirs sur la chaîne YouTube d'On refait le Mac et sur le LinkedIn du village Baïséa, avec comme invité ce soir sur le stand du Crédit Agricole et du village Baïséa trois journalistes, à commencer par Marjorie Paillon. Bonjour Marjorie. Hello Olivier. Qui court Vivatech sur la chaîne de Vivatech. Absolument, ça s'appelle Vivatech News. On est entièrement en anglais, entièrement en live de 9h jusqu'à 18h. Et si vous voulez avoir une dose de Tech and Innovation, c'est de midi à 15h pour Breaking Tech. À tes côtés, un débutant dans la presse tech, je ne connais pas, Monsieur François Sorel, bienvenue. Il débute. J'ai un moins bon accent que Marjorie. Hein. Moi aussi, moi j'ai un accent corse, tu le sais bien. Vivatech, voilà, c'est donc François Sorel de Tech & Co. Mais elle est moins bonne en Figatelli, elle le dit moins bien. Est-ce que c'est bien résumé Tech & Co, de quoi je me mêle? Tech & Co, BFM Business, bien sûr, de quoi je me mêle, que tu connais bien, oui, mon cher Olivier. C'est une mafia. Voilà. C'est une mafia. Très heureux d'être là. Toujours dans la mafia de la presse tech. Monsieur Jérôme joli, Colombin. votre truc végétalisé là, c'est très sympa. C'est du vrai ou pas? Il m'a dit qu'il allait pourrir le podcast et c'est bien parti. C'est du vrai en plus, j'ai l'impression. Tu sais comment ça se gère, hein, François Sorel? Non. Tu le fasses taire. Hein. Ah bah tais-toi. Parce que... Jérôme Colombin Salut Olivier. Bonjour tous. Le Monde numérique. Monde numérique. Il y a un titre. Tu fais semblant de découvrir. Ouais, mais c'est quand même un titre de référence. Je sais pas où tu as trouvé ça, c'est fantastique. Donc le monde numérique, le podcast, toutes les grandes tendances de la tech. Voilà. C'est à la fois une quotidienne, à la fois une hebdo, et ça dépend c'est ça? C'est du podcast, c'est de l'audio, c'est chaque samedi, c'est aussi du web, newsletter et des réseaux sociaux. C'est une quotidienne hebdo, c'est ça qui est fort. C'est une quotidienne tous les jours, même en semaine, tous les jours. Non, il y a une hebdo et il y a des petits épisodes en plus. Et à mes côtés, Olivier, il est là. Oui. Je vais pourrir ton podcast. C'est prévu. Voilà. Non mais c'est ça. Voilà, on est tous très fatigués. On doit faire une demi-heure, pas une heure. Et à mes côtés, le premier jour. Voilà. Ce n'est que le premier jour. Et à mes côtés, on me l'a imposé, c'est dans le contrat, le maire du village Baïséa qui nous accueille sur ce beau stand, Monsieur Fabrice Mersella. Bonjour Fabrice. Salut Olivier. Je vais faire un peu de ménage parce que tu as quand même laissé des trucs traîner. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour François. Qui est élu chaque année sans élection. C'est ça. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. On l'appelle Bien, je propose qu'on enchaîne avec Je suis pas corse, mais je suis italien moi. Il paraît qu'il trafique un peu les votes, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Je propose qu'on enchaîne avec un premier jingle et les premières tendances de la tech. Il y a des jingles en plus dans cette... Ça s'est passé à Vivatech, les tendances de Vivatech. Beaucoup de monde au programme de cette 8e édition de Vivatech. Il semblerait on est au tout début, mais les organisateurs sont très optimistes cette année. Ils s'attendent à une affluence égale ou supérieure à l'année dernière. C'était déjà 150 000 visiteurs l'année dernière. Plus de 11 000 représentants de start-up et près de 2800 exposants. Ça monte en puissance. D'année en année, on a vu de longues files d'attente, comme chaque année, s'agglutiner devant le palais de la porte de Versailles. Un grand succès, aujourd'hui c'est les journées professionnelles, mais un grand succès populaire en général. Quel est votre sentiment? Qui veut commencer? Allez François, bourris-moi le podcast. Est-ce qu'on a franchi un cap, tu penses, de Vivatech? Mais je dirais même une péninsule, mon cher Olivier. Non mais, attends. Monsieur Adélaïde. Excuse-moi. Non, mais... Ça démarre très bien. Alors, à noter que c'est le premier jour de Vivatech et moi je suis toujours impressionné par le monde présent ici. C'est vrai, on a déjà tourné Tech & Co, il y avait énormément de monde. Il faut qu'il place sa marque, il faut qu'il place. Non, mais c'est toujours intéressant de voir que ce salon commence vraiment à s'installer comme étant un salon, on va dire, référent en France et même en Europe, voire même à l'international. On voit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, en passant dans les allées, j'entends beaucoup de gens qui parlent anglais. Sans CI cette année. Pardon, un peu comme Marjorie, avec le même accent que Marjorie. C'est parfait. Tu vois elle est parfaite. Non, mais ça, c'est la règle. Alors, je te confirme pas forcément pour l'accent, mais je confirme le fait qu'évidemment, la marque Vivatech rayonne à l'international. Alors, je ne veux pas que je sois ambassadrice de Vivatech, c'est pas la question. Mais c'est surtout le fait que si nous, par exemple, on présente et on propose une chaîne 100% en anglais, 100% en direct, c'est parce qu'on a 7 millions de téléspectateurs sur 3 jours de chaîne, 7 millions qui évidemment nous consomment beaucoup à l'étranger notamment. Et tu ça, fais presque autant d'audience quand on fait le Mac? Non, pas presque autant. Presque un peu plus. Alors, je vais me tourner vers les deux vieux du Muppet Show, Fabrice Mersella et Jérôme Colombin. Alors, est-ce que Vivatech est devenue vraiment la capitale européenne de la tech? Ne vous laissez pas faire
Ne vous laissez pas faire. Alors, comme on en parlait dans Tech & Co, en effet, c'est quand même un pari. C'est un pari réussi, il faut le dire. 7e édition, c'est ça? 8e. L'année dernière, ça faisait 7. Ouais. Jérôme a toujours un an de retard. S'il vous plaît. Oui. Mais non, je pense que vraiment, ils arrivent à se maintenir. On n'a qu'à voir le casting, les personnalités qui sont là, les speakers qui prennent la parole. Effectivement, le monde, les stands, c'est très international. Et c'était la volonté de départ, mais il faut reconnaître qu'ils arrivent à maintenir le truc et à maintenir l'intérêt et des entreprises, et des exposants, des visiteurs, etc. Alors, je me tourne vers le plus sérieux d'entre nous, Fabrice Marcella, le maire du village. Tu as assisté quasiment à toutes les éditions. Est-ce que tu as senti une évolution cette année particulière? Alors, cette année déjà, c'est le côté international, les pavillons en tout cas de 120 pays qui sont présents, qui copient un petit peu finalement ce qui se passe aussi au CS de Las Vegas, mais je rappelle que lorsque Maurice Lévy a lancé quand même le Vivatech, c'était avec cette ambition d'être le CES à Paris. D'ailleurs, lorsqu'il se compare, il ne se compare qu'avec ce salon. Lorsqu'il dit qu'il a 150 000 visiteurs ici, en fait, c'est un message qui est envoyé de l'autre côté de l'Atlantique. Il dit même qu'il fait plus d'entrées que CES, mais je pense qu'il est un peu optimiste. Oui, ça c'est bizarre. Ouais, c'est assez bizarre, oui. Ouais, c'est un peu optimiste. Vous voulez qu'on rentre dans ce débat ou pas? Non, on va pas rentrer dans ce débat. On va pas rentrer dans ce débat parce qu'il va y avoir avoir du sang partout sur le truc. Je pense pas. Parce qu'on est à Vivatech en fait. Il faut qu'on puisse sortir. Voilà, c'est ça. Alors, je croyais qu'on était à Tech & Co, je comprends plus. Non, mais là, j'en ai perdu. Tous les grands acteurs quasiment sont là. Google, Microsoft, Amazon, tous les grands GAFAM, tous les grands acteurs français également. Mais il y a aussi des grands absents. Alors, on refait Vivatech, qui est quand même une spin-off de refait le Mac, donc il faut qu'on parle d'Apple. C'est dans le contrat également. Apple qui n'est pas là, ce qui est somme toute normal. Ils sont jamais. Ils sont dans aucun salon. Voilà, exactement. Il pourrait présenter une solution d'IA. Par contre, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'Apple Vision Pro. Je ne sais pas si vous avez vu de stand en stand. Ça commence à prendre. Pas mal de stands qui utilisent effectivement l'Apple Vision Pro pour faire des démonstrations de leurs propres produits. Donc je ne sais pas si... En tout cas, l'Apple Vision Pro attire effectivement des visiteurs sur le stand. C'est une manière finalement de choper du passage, du chaland. Du chaland, là j'ai cherché le mot. Chaland. Alors moi j'ai noté Frogons, Dubaï, Vision Flow, Orange, Software République et LVMH. Si vous voulez tester le Vision Pro à Vivatech, il suffit de vous rendre sur ces stands. Là, l'autre grand absent, mesdames, messieurs, c'est... on en parle beaucoup aujourd'hui parce qu'il va présenter ses résultats au moment où on enregistre. On n'a pas encore les résultats définitifs. C'est Nvidia. C'est celui qui profite le plus aujourd'hui du phénomène autour de l'intelligence artificielle. Explosion des bénéfices. On s'attend à plus de 400% aux annonces aujourd'hui. Le titre a gagné 200% en quelques années seulement. 700% depuis 2022. Enfin, ça tourne la tête, quoi. C'est-à-dire que Jason Wang, il n'a plus besoin vraiment d'aller évangéliser le marché. Le marché l'a fait pour lui, à la limite. Donc aujourd'hui, d'abord, il a des échéances pour sa boîte en tant que telle, donc il ne peut pas se produire sur plusieurs conférences en même temps. Il était là, si je dis pas de bêtises, l'année dernière quand même. Et puis, il y a cette conférence Nvidia qui est à chaque fois complètement folle, qui le propulse en rockstar, où il multiplie les annonces, pas que sur la partie hardware, mais aussi sur une vraie partie de vision et de stratégie de l'intelligence artificielle. La vraie question à se poser, c'est plutôt de savoir qui aujourd'hui n'est pas Nvidia dépendant, une question qu'on pose très souvent chez Tech & Co, et savoir exactement qui va pouvoir développer au-delà d'Nvidia un standard absolument, au-delà des GPU, qui va pouvoir imposer son LPU, quelle que soit la lettre qu'on met ou le préfixe qu'on met devant le Processing Unit, pour savoir quel standard va s'imposer sur le marché et surtout qui va réduire sa dépendance à Nvidia, parce qu'on est vraiment en train de parler de ça aujourd'hui. Ouais. Jérôme, parce qu'on parle beaucoup d'OpenAI, beaucoup de Mistral ici à Vivatech, mais il faut du hardware, et le hardware, c'est Nvidia aujourd'hui. On sait qu'ils consomment et ils commandent des cartes graphiques Nvidia par palette entière, qu'il y a même des listes d'attente pour les modèles les plus haut de gamme et les plus performants. Alors il y a déjà, tu as raison, Marjorie, s'il y a déjà des tentatives un petit peu pour permettre à certains de s'affranchir. Il y a le Californien Grok qui avait annoncé ce truc assez intéressant, en fait des processeurs véritablement orientés sur l'IA. Juste un mot sur la non-présence à Vivatech, hormis le speaker l'année dernière. Vivatech, ce n'est pas un salon de hardware non plus. Contrairement au CES, il y a très peu de produits hardware. On est beaucoup plus dans le tertiaire, l'IA, les startups, etc. C'est pas illogique. En fait, le salon Vivatech, c'est avant tout un salon de grands groupes qui vient avec des startups.
à la différence du CES où c'est avant tout un salon de produits avec des startups très jeunes et des grands groupes de la tech. Alors, ou des grands groupes qui ne sont pas de la tech. Ou des grands groupes, c'est surtout ça la particularité. Ici, oui. C'est un salon de... Autre absence remarquée cette année, on s'attendait à une déambulation présidentielle comme chaque année, avec la venue, comme chaque année, d'Emmanuel Macron, le président. Il a annulé sa venue pour se rendre en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu quand même une nouvelle série d'annonces qui sont intervenues à l'Élysée hier soir. Est-ce que tu veux rebondir dessus peut-être, Fabrice ? C'est principalement des annonces qui confirment déjà les annonces de l'année dernière autour du financement de l'IA et du sujet de la deep tech. Donc il y a un programme notamment qui s'appelle France 2030 et qui était déjà un fonds de 3 milliards de dollars et qui a été renforcé effectivement hier soir par les annonces d'Emmanuel Macron. Donc c'est un step ou ça reste à peu près la même chose que l'année dernière ? C'est une confirmation et un step, me semble-t-il en tout cas. 400 D'ailleurs, millions d'euros. Les startups qui ont levé cette année, le secteur qui a le plus levé cette année, ce sont les startups de la deep tech et de l'IA notamment. Donc c'est les 2 points centraux et un gros effort, je crois, sur la formation, c'est ça ? Un gros effort sur la formation et pour pouvoir produire aussi les ingénieurs de demain qui vont pouvoir développer cette intelligence artificielle. Il y a les puces aussi, qui est un sujet très important. Emmanuel Macron l'a répété hier. Il faut absolument qu'on gagne, non pas en autonomie sur les puces, parce que ça, c'est pas la peine, c'est trop tard, mais qu'on passe de 3% aujourd'hui de fabrication de puces en Europe à 20%. Et c'est pas une mince affaire. Donc il va falloir arriver à convaincre les Intel, les TSMC, etc., à venir ici, en Europe ou en France, installer leurs usines. Et d'ailleurs, il y a tout un accompagnement qui est prêt pour eux, à la fois pour tout ce qui est foncier, mais aussi réglementaire, pour faciliter, pour dérouler le tapis rouge. C'est le Festival de Cannes en ce moment. Pour dérouler le tapis rouge et pour permettre en fait à ces boîtes-là de venir plus facilement s'installer en France. C'est important, ça. Le Festival des puces de Cannes, c'est ça ? Le Festival des puces de Cannes. C'est très beau, c'est très beau. Ce que vous dites là, c'est formidable. Tant que c'est pas les puces de lit. Oui, toi, oh mon Dieu. On va très loin dans cette émission. On va beaucoup trop loin d'ailleurs. Non, mais j'ai décidé de polluer un peu le podcast d'Europe Match. Ce qui est intéressant, en l'occurrence, c'est que ces annonces-là, elles suivent un rapport qu'on a tous et toutes commenté sur les plateaux des uns et des autres, qui est celui d'Anne Bouvreau et Philippe Aghion. Il y a notre ambition pour la France, où déjà Anne Bouvreau appuie notamment sur le fait que oui, il fallait démultiplier les événements publics, les investissements, et pas les événements publics privés en matière d'intelligence artificielle, que ce soit sur la partie hardware ou sur la partie soft, mais surtout appuyer sur la formation, c'est ce qui est fondamental. Ouais. Formation de tout type, toute typologie d'entreprise, des PME, des PMI, des ETI, des grands groupes. À la limite, les grands groupes ont déjà les stratégies et les programmes pour pouvoir le faire. Mais comment est-ce qu'on embarque l'ensemble du tissu économique et des écosystèmes dans cette révolution de l'IA, c'est absolument fondamental. Et quelque part, ça rejoint aussi beaucoup. Alors, ce discours qui était certes extrêmement long, mais ce discours de la Sorbonne d'1h50 qu'Emmanuel Macron a donné il y a quelques jours à peine, avec en point de mire la question de la souveraineté européenne, souveraineté industrielle, souveraineté numérique et souveraineté en matière d'intelligence artificielle. Alors encore une fois, 1h50, c'était beaucoup trop long, il y avait beaucoup trop de nuances de souveraineté pour réussir à en tirer quelque chose, mais l'idée phare à retenir, c'était qu'il fallait avant tout financer cette souveraineté. Oui. Et une souveraineté, ça se finance avec de l'investissement, notamment public-privé et à un niveau européen. Alors justement, investissement, je me tourne vers Fabrice. L'année dernière, on avait longuement, lors des épisodes précédents d'Europe Vivaté, discuté de faire une sorte d'état des lieux de la French Tech. Elle était assez morose l'année dernière, ou il y a 2 ans encore, avec le début de la guerre en Ukraine, des difficultés de levée de fonds. On en est où cette année ? Est-ce que la morosité se conjugue au passé, Léon ? Alors, comme je le disais précédemment, c'est vrai que l'ensemble des secteurs, hormis l'IA, la deep tech, a fait preuve d'un recul, ou en tout cas d'une difficulté sur le sujet de la levée de fonds. Il ne reste pas moins que la deep tech, cette année, c'est 4,3 milliards d'euros qui ont été levés par les startups de ce secteur. Donc il y a une dynamique, les investisseurs ne s'y trompent pas et suivent effectivement cette envie pour la France d'être souverain sur ce sujet-là. C'est plutôt bon. On est plutôt bon en deep tech, on est plutôt bon en IA, donc ça favorise. D'ailleurs, pour preuve, cette année, encore plus que l'année dernière, on parle d'IA partout. Il y a des stands qui parlent d'IA. Il y a ceux qui sont les plus connus, comme Mistral et autres, mais toutes les startups parlent d'IA aujourd'hui. Alors pour clôturer sur cette journée à Vivatech et ce qu'on a ressenti durant les premières heures à Vivatech, même si on était les uns et les autres pris par nos responsabilités collectives,
Côté invité, c'est un petit peu moins riche cette année, j'ai l'impression. Il y a quand même la patronne de X qui sera là, Linda Yaccarino. Il y aura les sœurs Williams, si vous aimez le tennis. Et pas que le tennis. Plateforme sociale, Shares, puisque c'est toi qui va animer la conférence. Il se peut. Il y aura John Kerry, l'ancien vice-président des États-Unis d'Amérique et l'ancien secrétaire d'État américain. Non, pas ancien vice-président. Pas du tout, elle a été sur le candidat, ticket. Mais ancien candidat. Il a été candidat mais pas de mégastar cette année. à la présidence. Mais il est surtout ancien secrétaire d'État. Mais il n'y a pas de mégastar cette année. Il n'y a pas de mégastar. Alors, il n'y a pas de mégastar. J'ai envie de dire aujourd'hui, qui sont les vraies stars de la tech? Parce qu'en fait, ça fait des années qu'on tourne sur les mêmes noms, sur les mêmes je t'aurais dit Tim Cook, figures. par hasard, au hasard. Comme de par hasard. Non, mais on tourne sur les mêmes figures depuis des saisons et des saisons. Il y a un moment où il faut aussi essayer de comprendre qui vont être celles et ceux qui peuvent être les leaders de la tech de demain. Et ça, je trouve ça intéressant de voir, au-delà des grandes têtes d'affiche, qui vient en effet défendre leur tech, leurs entreprises, rentrer dans les sujets sur les plateaux. Non, on aurait pu avoir, par exemple, un Sam Altman. Il aurait été déconnant qui viennent ici à Vivatech. T'as Dario Amodei pour Anthropic. Oui, bien sûr. Mais Sam Altman, c'est quand même, malgré tout, aux yeux du grand public, la star de l'année 2023-24. On est d'accord. C'est sûr. Il y a des stars, il y a d'autres stars. Il y a Yann Lequin, il y a Yoshua Benjo. Bon, c'est pas des chefs d'entreprise, mais c'est aussi ceux qui font avancer le bouchon. Il y a la patronne de X. Oui, et puis il y a Elon Musk. Alors, il sortit un peu du chapeau. En visio. Même pas en hologramme, franchement. Voilà. Ouais. Mais on aurait pu faire du Vision Pro, ça lui aurait pas fait plaisir, mais ça revient à poser la question, est-ce qu'Elon Musk est encore une star de la tech? C'est exactement ça. Qui sont celles et ceux qui vont pouvoir prendre la relève? Qui sont celles et ceux qui vont pouvoir faire rêver et embarquer dans l'étape d'après? Je vous propose qu'on pose la question à Elon Musk demain en plateau avec nous, parce qu'il sera en duplex avec nous, comme bien sûr. François Sorel, Elon Musk, c'est la suite logique. C'est bourré de fake news cette émission. Exactement. En fait. Chaque jour dans Refait Vivatech, on présente un stand du jour. Et tiens, c'est toi qui vas nous présenter. Qu'est-ce que tu as sélectionné comme stand du jour aujourd'hui, mon cher Fabrice? Eh bien, on a l'habitude généralement de parler des blockbusters comme les LVMH, les L'Oréal. Là, cette année, on a choisi... Pardon? Tech & Co. Tech & Co, ouais, mais c'est pas un exposant. Tech & Co, c'est bien, ils me font la pub sans que sans rien à dire. Il était calme, n'allez pas le titiller, vous n'allez pas vous en sortir après. Là, on a choisi un nouveau venu, qui est le ministère des Armées. C'est la première fois qu'il expose. Super. J'étais assez étonné. Alors déjà, on avait la DGSE l'année dernière, qui est toujours là, je crois. Ils sont toujours cachés là, quelque part. Et là, juste derrière les stands du village BCA, on a le ministère des Armées. Et on y est allé, on a voulu comprendre pourquoi le ministère des Armées était là. Donc c'est quand même un sujet d'actualité. On est quand même en période effectivement de sécurité renforcée en France compte tenu du contexte. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir les innovations qu'ils mettent en œuvre, qui sont très concrètes, très tech, très concrètes, sur de l'analyse de données, sur de la reconnaissance d'armes, sur de la défense. La seule chose effectivement que j'ai trouvé un petit peu étonnant, c'est qu'il y avait aussi du e-sport. C'est pour le recrutement, ça, non? Ben voilà, je dis, mais c'est quoi le lien? C'est que vous vous entraînez sur le e-sport pour... Mais d'abord, tu signes. Pardon? Mais d'abord, tu signes. D'abord, je signe. Ouais, non, mais je veux dire, il y avait effectivement des jeux de guerre. Et la question que je me suis posée, c'est effectivement, est-ce qu'ils s'entraînaient là-dessus? Mais pas du tout, tu as raison. C'est vraiment pour recruter, c'est attirer les plus jeunes à les rejoindre. Il y avait une démo assez impressionnante de calcul en temps réel d'IA qui permet de déterminer de reconnaissance faciale de foule. Donc j'ai posé quelques questions parce qu'il y a quand même un enjeu avec les Jeux Olympiques dans quelques semaines et une cérémonie qui aura lieu quand même dans une zone très ouverte. Et apparemment, c'est une solution qui sera déployée à ce moment-là. Donc allez voir sur le stand du ministère des Armées. Moi, ça me rassure un peu parce que c'est vrai que cette fonction, elle m'a l'air assez étonnante. Alors, tu sais que c'est en l'occurrence, c'est une technologie qui est déployée dans un cadre légal extrêmement strict, puisque la loi et le Parlement ont autorisé l'utilisation de la surveillance vidéo drivée par l'intelligence artificielle et biométrique, en effet, uniquement dans le cadre de recherche et de tests pour les Jeux Olympiques. Ça tombe bien. Ça tombe bien. On a parlé de tests et de recherche. Oui, voilà pour la start-up du jour. On passe maintenant à une autre. Il y a un peu de bruit autour de nous. C'est assez terrible. Je vois pas ce que tu veux dire. Non, je vois pas. C'est très audible. Voilà. Ça aussi, il y a ton déambulateur qui passe. Il y a mon déambulateur qui m'attend. Voilà pour le stand du jour. Je vous propose qu'on passe maintenant à la start-up du jour. Waouh.
La start-up du jour, chaque jour, Hélène Bolache du village Bassia va nous présenter une start-up prometteuse afin qu'elle nous fasse une rapide présentation de cette start-up et ses ambitions. Hélène, est-ce que vous m'entendez? Quelle start-up vous souhaitez mettre en avant aujourd'hui du côté du village Bassia? Est-ce que vous m'entendez, Hélène? Oui, merci beaucoup Olivier, je vous reçois bien. Aujourd'hui, on sait que la succession peut être un vrai parcours du combattant et justement, la start-up du jour propose une solution pour la gestion et la succession du patrimoine. Je suis avec Julien de Legitbee. Bonjour Julien, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites et à quelle problématique vous répondez? Bien sûr, donc bonjour à tous. On est parti d'un constat assez simple qui est que le patrimoine de chacun est en train de s'atomiser. On en a de plus en plus partout, à droite, à gauche. Et de ce fait, la préparation et la gestion des successions va être très compliquée dans les prochaines années. On est dans une société sans papier qui fait qu'on conserve tous les documents importants aujourd'hui en ligne, dans des clouds, dans des messageries, et c'est inaccessible au moment de la succession pour les héritiers et pour le notaire. Donc c'est très compliqué de savoir ce que le défunt possédait. Et il y a l'émergence du nouveau patrimoine numérique, donc toutes les plateformes en ligne sur lesquelles on a de l'argent et qui aujourd'hui est purement et simplement exclu des successions, alors même que ça représente des dizaines de milliards d'euros. Donc on a créé Legitbee en partenariat avec des notaires pour répondre à cette problématique. Et aujourd'hui, où en êtes-vous dans votre développement? Quelles sont vos actualités? Alors aujourd'hui, on a levé 3 millions d'euros. On est une société qui représente 16 personnes et on a commencé le déploiement auprès de notaires notamment. Notre stratégie, c'est du B2B2C, en passant par des banques, des assurances, des conseillers en gestion de patrimoine et des notaires. Et on est en discussion avec quelques acteurs de la place, et notamment le Crédit Agricole via le village. Et comment ça se passe le salon pour vous? C'est super en fait, on a le sentiment d'être au bon endroit, de pouvoir discuter avec plein de gens, de faire des belles rencontres et de faire avancer les choses. Donc on en prend plein et on essaie d'en donner un maximum aussi. Merci beaucoup Julien. Olivier, je vous rends la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hélène. Hélène, vous la retrouvez tous les jours dans On refait Vivatech et il nous présentera la start-up du jour. On enchaîne avec les grandes tendances pour cette semaine à Vivatech. Alors, les grandes tendances de ce salon Vivatech, on peut commencer à faire un premier bilan, même si on n'est qu'au premier jour. Et bien sûr, au-delà de tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant à chaud, c'est l'IA, l'intelligence artificielle générative, qui est partout, partout, partout. C'est vraiment la préoccupation numéro 1 ici à Vivatech. Qui veut dire un mot? Qui veut prendre la parole? Monsieur Sorel. Alors, moi je trouve que évidemment, il y a énormément de thèmes qui sont représentés. Quasiment tous les secteurs sont représentés. Il y en a un que j'aimerais bien mettre en avant, c'est la santé, qui est une particularité française. On a un vrai savoir-faire c'est mon émission, dans ce domaine-là. Pardon? C'est le troisième point. On parlait IA générative, mais bon, c'est pas grave. Mais il y a l'IA générative dans la santé. Monsieur Olivier Frigara. Mais il retombe sur ses pattes, c'est magnifique. Enfin, j'essaye. Maintenant, il va falloir que je trouve un truc avec de l'IA générative dans la santé, ce qui n'est pas sûr. Non, mais en fait, je trouve qu'il y a un partenariat qui est très intéressant entre Renault, je ne sais pas si vous en avez parlé, et WeSings. Où là, justement, le fait de se dire que Renault sort un peu de son confort en sortant non pas un véhicule pour particuliers, mais on va dire un petit camion dans lequel WeSings va mettre le meilleur de sa technologie pour des capteurs de santé, cardiaque. Voilà, parce qu'il faut rappeler qu'en France, il y a énormément d'endroits qui sont des déserts médicaux. Et je trouve que ce produit 100% français, made in Renault et WeSings, pour aller de village en village, pour permettre à des personnes qui n'ont pas de médecin à proximité de faire des bilans, etc., etc. Je trouve ça excellent. Et en plus, c'est 100% français. Il n'y a pas que WeSings, hein, François. Non, il y en a plein d'autres, puisque ça fait partie du... Il y a plein d'autres. Ça fait partie de Software, bien sûr. Orange. Il y a Dassault, oui, c'est ça. Ça s'appelle Software. Il y a Orange, il y a Capgemini, je crois. Et ça fait partie de la Software République, qui est ce grand ensemble qui a été justement monté par plusieurs industriels français pour montrer que le mode projet à plusieurs, ça fonctionne. Ouais. Donc on a fait quelques images normalement, c'était dessiné un peu plus tard pour l'émission, mais François a annoncé la couleur, mais c'est bien. Mais du coup, on peut continuer sur IA et santé. J'ai bousillé ton teasing, c'est ça? C'est pas grave. C'était pas volontaire.
plus que l'ambulance de demain, pour rebondir sur ce que tu disais. C'est vraiment pas sur l'ambulance. C'est un cabinet médical itinérant qui est capable de répondre aux déserts médicaux, notamment en France. C'est juste une bonne idée. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de résilience, de souveraineté, etc. Voilà des boîtes. Alors, évidemment, c'est des géants français de l'industrie qui, en discutant entre eux et en réfléchissant, font des choses qui sont super en fait. Et ce truc-là peut être après commercialisé dans d'autres pays, peut même avoir, on va dire, une vision européenne, voire même internationale. Donc, et naturellement, le véhicule est électrique comme il se doit, mettre forcément. Oui, l'idée, c'est vraiment de faire un POC, vraiment un proof of concept qui permette à ce moment-là d'embarquer tous ces savoir-faire, toutes ces technologies et de montrer encore une fois que c'est possible. Mais sur la partie IA et santé, moi j'ai vu des choses absolument extraordinaires, notamment sur les pavillons internationaux, avec par exemple, alors ça va aller de l'applicatif avec une IA qui est utilisée juste pour affiner des diagnostics. Par exemple en Côte d'Ivoire, il y a une boîte absolument géniale qui s'appelle Zensei, qui est en fait en Doctolib mais avec beaucoup plus de technologie embarquée, qui permet notamment pour les patients atteints de maladies chroniques d'avoir des diagnostics beaucoup plus rapides. Et ça répond vraiment à des problématiques africaines, subsahariennes, parce qu'il y a un accès au système de santé qui est très complexe. Ça ne veut pas dire qu'on va remplacer l'IA le médecin humain par une IA. Ça veut dire qu'on va permettre de pouvoir avoir des diagnostics beaucoup plus fiables, beaucoup plus rapides, beaucoup plus rapidement, et après avoir accès à un médecin. Et que le médecin se concentre sur vraiment ce qui est important. Absolument. Juste encore un exemple, tu parlais d'IA, la dermato. C'est vraiment un secteur qui est en train d'être révolutionné par l'IA. Il y a une start-up qui scanne en fait votre épiderme. SquareMind. Voilà, et qui évidemment donne toutes ces informations à un dermato, qui va les garder, qui va avoir une préanalyse et qui surtout l'année prochaine, quand vous allez revenir, quand il va vous refaire votre scan, va voir en quelques secondes la différence qu'il y a entre les 12 derniers mois. Et ça, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Et tout ça, en fait, n'est qu'un outil pour le dermato, mais ça va changer la vie de milliers de dermatos, ça c'est clair. Et puis, il y a ceux qui vont adopter ces technologies et ceux qui ne vont pas l'adopter. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte que même ces secteurs-là vont être obligés d'embrasser l'intelligence artificielle pour être encore plus performants. Et là où je complète François, et c'est fondamental, c'est que je reviens au rapport de Philippe Aghion et Anne Bouvreau, on a une vraie problématique sur les données de santé. Encore une fois, pas de data, pas d'IA. Jusque-là, tout va bien. On a une vraie problématique sur les données de santé. C'est au moins, tu vois, c'est mémotechnique. On a une vraie problématique sur ces données de santé qui sont de la nitroglycérine et qui sont, à raison, ultra verrouillées par la CNIL. Ce que propose notamment Anne Bouvreau, c'est de décloisonner finalement cette rubrique de données-là, cette typologie de données-là, pour que justement nos startups, nos futurs scale-up puissent s'appuyer sur de la vraie recherche avec ces datas et aller augmenter la médecine. Alors on reste sur la tendance. Oui, Jérôme, vas-y, allez. Non, c'était une remarque perfide et c'était une joke. Bien. Restons sur la santé, puisque on reviendra sur l'IA générative dans un instant. Il y a d'autres initiatives que tu as trouvées intéressantes, peut-être Fabrice, il s'appelle Fabrice Marcella. Pas Frédéric, non plus, Fabrice. C'est le maire du village. Et ça s'appelle élu à vie. Putain, tu l'as pas mis sur ton nom. Une sorte de harnais de mobilité pour personnes aveugles. Allez, vas-y, enchaîne. Oui. Tout va bien. Alors là, c'est plus une startup qui s'adresse au secteur finalement du handicap. Qui s'adresse aux personnes non voyantes. Biped AI, c'est ça ? Biped AI, oui, tout à fait. En fait, c'est un harnais que porte la personne non voyante. Donc, l'une des parties du harnais est équipée de caméras, l'autre d'une batterie, avec de l'intelligence artificielle et qui va permettre à la personne d'être guidée, de pouvoir retrouver un objet, de pouvoir tout simplement se déplacer. Alors, il garde quand même la canne parce que par sécurité, c'est quand même plutôt recommandé. Néanmoins, ça lui donne une nouvelle autonomie. Et au-delà, Jérôme, on voit beaucoup d'initiatives autour de la robotique. Moi qui étais un fan étant gamin, ça donne l'idée de mon âge, de l'homme qui valait 3 milliards. Le bionique devient une réalité. On a vu des mains bioniques, on voit... Absolument. Mais justement, je voulais t'en parler parce qu'on est dans le domaine de la santé toujours. C'est une start-up ukrainienne qui propose une prothèse de main. Alors ça existe depuis longtemps et il y a plein de modèles. Celle-là, elle a une particularité, c'est que la main est particulièrement fine. C'est assez bien réussi alors que c'est bourré de moteurs, etc. Mais
J'ai un peu l'impression malgré tout qu'il y a une grosse limite, c'est-à-dire que le prototype qui est présenté là, en fait, il faut le piloter avec une application sur smartphone pour lui faire des mouvements. Et ils expliquent que oui, mais la génération d'après, on pourra vraiment la porter sur soi et la piloter avec son système nerveux, avec sa pensée, etc. Ouais. Alors, ça s'appelle Esperhand, hein, c'est ça, Esperhand, c'est une boîte, effectivement, une start-up d'experts bioniques. Ça coûte très très cher, hein. C'est une main qui coûte un bras. Hein. Enfin, c'est un métier. Tout ça pour ça. Elle est venue de loin, je ne l'ai pas vu venir. Revenons à l'IA générative. Il n'y a pas eu d'annonce particulière pour le moment majeure. On pouvait s'y attendre à Vivatech. Non, alors il y a OpenAI qui faisait une petite soirée, une petite fiesta hier soir. Mais avant Vivatech. Un peu en loose day. T'es pas invité, moi. Hein. Franchement. Non, on n'a pas été invité. C'est parce qu'il a le bras long, c'est on pour voit ça. les VIP quand même. Ouais. Mais c'était très orienté dev, mais c'est développeur et client aussi. Et c'est intéressant parce qu'on voit que même OpenAI, tu dis oui, ils sont sur le toit du monde, ils dominent, etc. C'est vrai, ils dominent, mais ils sont comme les copains. Il y a des marchés à conquérir, la compétition est très féroce. Il y a Google qui est derrière, qui est affamé, et donc ils multiplient les solutions pour le business, pour les entreprises, etc. Alors, pas d'annonce majeure. Et puis surtout, il y a eu un tel effet waouh la semaine dernière avec les annonces d'OpenAI, avec ce ChatGPT-4o qui est bluffant de réactivité, de souplesse et de simplicité. On lui parle, on n'a plus besoin de rentrer un prompt et d'être formé presque être un développeur pour pouvoir l'utiliser. Là, il semblait que ça retombe un petit peu et qu'ici, les entreprises se disent très bien. C'est une belle démo, mais encore faut-il que ça soit fiable. Et ça, c'est le vrai enjeu. Hein. Oui, enfin l'enjeu, c'est la fiabilité, mais surtout la sécurité des données. Ouais. En fait, lorsque ChatGPT est sorti, finalement, c'est le grand public qui se l'est accaparé. On a tout de suite compris la puissance de ce que pouvait être l'intelligence artificielle grâce à ChatGPT. Sauf que, dans le monde de l'entreprise, les entreprises interdisent généralement à leurs collaborateurs de l'utiliser, de peur de se faire piquer les données. Donc la grande tendance, je trouve, la grande nouveauté qu'on a pu voir dans le salon, aujourd'hui, ce sont des startups qui proposent une intelligence artificielle qui est garante des données et qui ne les partage pas en externe et qui permet donc à ses collaborateurs enfin de pouvoir exploiter les données de l'entreprise. Mais en réalité, ça dépend uniquement de ton provider cloud. Enfin, ça dépend du choix de stockage que tu fais du provider. Ah non, parce que ça dépend du LLM qui est derrière, ça dépend des données avec lesquelles ils sont entraînés. Et d'ailleurs, ce que nous expliquait ce matin dans Tech & Co EDF, pour ne pas les nommer, c'est que les entreprises, ça ne les empêche pas de jouer les deux cartes à la fois. C'est-à-dire, d'un côté, avoir du copilot de Microsoft pour la bureautique pour tout le monde. Les besoins lambda. Voilà, qui n'est pas excessivement souverain par définition. Et puis de l'autre côté, de développer leur propre LLM. Et tu as tout à fait raison. Et ça, c'est en plus un marché sur lequel s'engouffrent des tas de startups françaises. Il y a par exemple Lighton qui est expose ici à Vivatech et qui est en train de multiplier les partenariats, qui fait partie du plan et du wagon annoncé lundi par Emmanuel Macron, et qui propose des solutions de LLM propriétaires souverains, on va dire, pour les entreprises, parce qu'il y a une énorme demande dans ce domaine. On a prévu justement une émission spéciale de Refait Vivatech. C'est vendredi, soyez au rendez-vous, vendredi soir à 18h30 sur la chaîne YouTube de Refait le Mac et sur le LinkedIn du Village Bessières, avec en plateau entre autres le vice-président et le CTO d'IBM Technologies. Et on parlera bien sûr d'IA avec Aude Durand, qui est la vice-présidente d'Iliad et également à l'origine de l'initiative QTI. Autre grande tendance, les amis, c'est la mobilité. Là, je fais de François Sorel, les amis. Mais c'est vrai, j'ai appris beaucoup au contact de François. C'est la mobilité. Un ou deux jeux de mots et tout ira bien. Bien pourri si possible. La mobilité avec la présence d'énormément de constructeurs automobiles cette année, de plus en plus. C'est devenu le centre de l'auto presque aujourd'hui. Vivatech, on a vu donc en face de nous du Village Bessières, on a le stand de Software République qui est une filiale entre autres de Renault. Il y a Stellantis, il y a beaucoup de Chinois aussi. Il y a Tesla. Et il y a Tesla. L'attraction, c'est le Cybertruck de Tesla. On peut, alors si vous voulez découvrir le Cybertruck en vrai, venez à Vivatech, vous allez pouvoir rentrer dedans, pas faire des tours dans le salon parce que le volume est assez important. Mais effectivement, le Cybertruck est exposé pour la première fois en Europe. Rien. Oui. Ouais. Non, mais la question, c'est de savoir. Il y a Optimus aussi. Il y a Optimus Prime. Bah là, il fait moins le malin, hein, Optimus. Il bouge pas beaucoup. Mais il est impressionnant. C'est impressionnant de le voir en vrai. Enfin, en tout cas, en taille réelle. En taille réelle. Est-ce que vous croyez à l'arrivée du Cybertruck en France, franchement, vu la taille de l'engin? Mais apparemment, non. Il n'est pas autorisé, il n'est pas homologué. C'est pas possible. En tout cas, pas pour l'instant. Mais vous avez vu le monstre que c'est? Enfin,
on l'a tous vu en vidéo, etc. Mais là, pour l'avoir vu en vrai, c'est un camion, ce truc-là. C'est incroyable. C'est aussi long que large, que haut. C'est vraiment la démesure, en fait. Il faut pas que ça fasse son effet. Hein, et j'imagine ça sur les routes, enfin dans les rues parisiennes. Tu montres ça aux gens de la mairie de Paris. Oui, ils se mettent en PLS. Je crois qu'ils sont déjà en PLS. D'ailleurs, on les voit, ils sont devant nous. On va essayer de les réaliser. Voilà, c'est ça. Moi, je l'ai vu en vrai rouler dans les routes de San Francisco et c'est très impressionnant. Mais bien sûr. Et le 0 à 100, déjà, il était très impressionnant quand on était dans une Tesla Model 3, était 4 secondes. Là, on est à 2 secondes 3. Et ce truc est énorme en plus. En traction. Mais comment on arrive à soulever un truc comme ça? C'est pas plus énorme que les comment ça s'appelle les Range Rover, les trucks américains. Oui, d'accord. Oui, comparé. Mais il y en a déjà beaucoup sur les routes américaines. Je trouve ça quand même assez impressionnant. C'est le design qui est très différent. Comment tu expliques que, alors que les constructeurs automobiles ont tendance à fuir les salons automobiles, ils sont de plus en plus présents. J'ai une idée de la réponse, mais ils sont de plus en plus présents au salon comme Vivatech ou encore le CES. Les constructeurs automobiles. Parce que les voitures sont des ordinateurs sur roues et puis que ça fait une nouvelle manière de présenter les produits et que ça fait de nouvelles histoires à raconter. Il y a les Chinois aussi de Xpeng. Et alors je suis monté moi dans les... Il y a BYD aussi qui est... Il y a BYD. Mais Xpeng qui a annoncé la commercialisation cette semaine, ou la semaine dernière. Ça y est, ils lancent 2 modèles en France. Elles sont pas... C'est des gros SUV, donc c'est pareil, c'est pas pour Paris, mais c'est des trucs qui sont bourrés de tech. Les fauteuils massants, c'est un petit bonheur. Voilà. Et on en est qu'au tout début, les amis. Parce que là, ces voitures-là de Xpeng, c'est entre 50 et 60 000 $. Ouais. Mais dans quelques mois ou quelques années, ces voitures vont coûter beaucoup moins cher. Et il faut savoir que la Chine a un plan, je dirais, de conquête de l'Europe avec des véhicules à 20 000 €. Ouais. Et ça pose d'ailleurs d'énormes problèmes pour tous les industriels français de l'automobile qui se disent mais comment on va faire pour égaler tout ça en fait. C'est des enjeux qu'on abordera demain dans Refait Vivatech puisqu'on aura la chance de recevoir la CEO de Peugeot en plateau, Linda Jackson, qui sera avec nous ainsi que des responsables, vous verrez, du Crédit Agricole qui nous parleront des nouveaux modes de financement des voitures électriques parce que désormais on n'achète plus sa voiture, on la loue, on l'achète en leasing, enfin on l'acquiert en leasing. Surtout quand elle est électrique, parce que quand même la fiabilité on la connaît pas encore, donc vaut mieux la louer si on veut passer en électrique. C'est autant de sujets dont on abordera demain. Oui, juste sur la mobilité, pour répondre aussi à ta question, pourquoi les constructeurs automobiles? Parce que ces voitures, elles sont conçues comme des produits high-tech. C'est ce qu'ils appellent le software-based véhicule. Et ils conçoivent le hardware et le software en même temps. Et ça, les Européens commencent à peine à envisager cette façon de faire. Alors, dernière tendance, à moins que tu veux rajouter un mot, peut-être, Marjorie. Non, c'est juste pour revenir un quart de seconde au Cybertruck de Tesla. La vraie question, c'est plutôt de savoir si Elon Musk est toujours au volant ou pas. On verra demain, en l'occurrence, au moment du Q&A avec le public, si des questions arrivent sur cette question-là, mais on a quand même un petit souci du côté de chez Tesla. Oui, en termes de gouvernance en tout cas. Léger. On aura la réponse demain. Bon teasing pour l'émission de demain. Dernière tendance de ce salon dont on voulait développer un mot ce soir avec Fabrice, c'est la Deep Tech. Pourquoi tu souhaitais mettre en avant la Deep Tech? En gros, la Deep Tech, c'est quoi, Fabrice? La Deep Tech, représente toutes les startups qui utilisent des solutions issues de la recherche pour répondre à des grands besoins d'aujourd'hui. Et c'est très consommateur d'une part en capitaux, puisqu'on prend du temps quand même dans la recherche à développer. Mais néanmoins, c'est un secteur qui représente le plus aujourd'hui les investissements qui ont été faits en France, comme je le disais précédemment. Donc les startups de la Deep Tech, pour moi, sont celles qui renversent le plus la table et qui vont nous permettre d'être dans des innovations de rupture. Et aujourd'hui, dans le salon, il y en a quand même un certain nombre. Par exemple, donc Deep Tech, c'est quoi? C'est le quantique notamment? Le quantique, ça peut être l'intelligence artificielle également. C'est tous ces sujets-là un petit peu prospectifs, mais qui sortent quand même des sentiers battus. On a vu une annonce non seulement d'un grand du quantique en France, c'est une start-up, mais c'est un futur grand, c'est Pascal. C'est Pascal notamment qui a noué un partenariat majeur avec, et son nom est en train de m'échapper, Olivier, tu as m'aidé. Aramco. Avec Saudi Aramco. Voilà, Aramco, ouais, tout à fait. Là, l'enjeu, ils ont vendu carrément un ordinateur quantique clé en main, donc c'est une première quand même, il faut le souligner.
Voilà, c'est la fin de ce premier épisode déjà dans Refait Vivatech. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une émission spéciale mobilité. Nous allons parler de voitures électriques, de voitures autonomes, de CarPlay et de tout ça avec Linda Jackson qui est la CEO de Peugeot. Merci François, merci. On peut revenir avec Jérôme demain. Avec grand plaisir. Histoire merci de perturber Jérôme. un peu cette émission bien merci huilée. Fabrice. J'ai piscine. Vous le savez, Eurovivatech, c'est une quotidienne, vous le retrouvez tous les soirs. Et pour ne rien rater de ce qui s'est passé à Vivatech, il suffit de vous abonner à notre chaîne. On refait le max sur YouTube, on compte sur vous. À demain, 18h30. Bonsoir.